Aujourd'hui, je suis allé voir le troisième volet de la trilogie d'Oslo qui porte un titre qui a été modifié en français pour, je sais pas, d'obscures raisons. C'est quand même un peu étonnant, hein. C'est un peu bizarre. Ouais. Contrairement aux deux premiers films, celui-ci est beaucoup plus statique au niveau de la caméra. La caméra bouge à peine, elle se concentre surtout sur les dialogues. Alors oui, c'est un film qui est assez bavard, où chaque ligne de dialogue compte. Ouais, c'est clairement une volonté du réalisateur de se concentrer sur le texte. D'accord. Sinon, on retrouve des motifs récurrents de la trilogie, comme l'insertion de musique, souvent du jazz, accompagnée d'une vue panoramique d'Oslo. Alors, c'est surtout une vue depuis le fleuve, parce qu'il me semble que c'est ça. Oui, depuis le fleuve. Et entre ces scènes, souvent du jazz. Bref, on est dans cette ville. Le but est clairement de dire quel effet produit la ville sur les individus. C'est vraiment là le cœur de l'histoire. Pour entrer un peu dans les détails, là où le film est brillant, c'est qu'il explore la substitution de l'identité sociale par l'identité politique. Le livre d'Hannah Arendt, probablement, je crois, La condition de l'homme moderne, est cité dans le film par un des personnages, bien que je sois pas certain que ce soit celui-là. En tout cas, je suis pas sûr à 100%. Mais en gros, c'est la professeure de chant qui propose ce livre à un personnage dont je vais vous expliquer un peu plus loin quel est son rôle. L'idée d'Hannah Arendt est assez claire, c'est de vous dire d'arrêter de vous plier à ce que le groupe attend de vous. Construisez votre propre identité, celle qui s'exprime par vos actes, par votre façon d'occuper l'espace public. En gros, très rapidement, c'est une invitation à s'émanciper du conformisme des villes et à créer votre place dans la cité totalement librement. Enfin, pas totalement, on n'est jamais totalement libre, en essayant de viser cet objectif qui est de la liberté. Et là, le réalisateur, il choisit d'illustrer ce propos par l'histoire d'un père de famille qui est un ramoneur, marié à une femme, et cet homme a mené, on le voit hors champ bien sûr, on le voit hors champ, couche avec un homme par curiosité, il le raconte d'ailleurs à son collègue de travail au tout début du film, sans pour autant qu'il y ait de lendemain, il n'y a pas de relation durable, c'est pas du tout sentimental. Bon, lui, voilà, il perçoit cette expérience comme une liberté, comme un choix sans attache sentimentale, et il partage cette expérience ouvertement avec son épouse, et celle-ci, au tout début du film, il raconte qu'elle le prend bien. Bon. En réalité, c'est pas du tout le cas. Elle est en désaccord, elle vit ça comme une trahison, elle ressasse toujours sa douleur et elle discute constamment avec lui pour lui demander des détails. Et même, on est vraiment hyper mal à l'aise quand on est dans ces dialogues parce qu'on se met un peu à la place du type et on se dit, waouh, dis donc, ok. En fait, lui, il n'a pas l'impression d'avoir fait une connerie, mais elle juge que oui, qu'il l'a trahi. Et puis même, on sent qu'il y a un peu de dégoût. À travers la caméra, on le ressent. On le ressent, cette caméra qui se pose sur le type et qui est une caméra qui est un peu malveillante, un peu dégoûtée, qui est le regard de l'épouse. On a aussi un autre personnage qui est le collègue de notre ramoneur, mais en fait c'est plutôt son patron. Mais bon, bref, il bosse dans la même société, qui est constamment avec lui, puisque c'est un ami. Et lui, il est membre d'une troupe de théâtre, sauf qu'il a un problème, il a l'impression d'avoir perdu sa voix. En tout cas, il ne reconnaît pas sa voix. Et du coup, il demande un peu à son entourage, est-ce que sa voix a changé ? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne reconnaît plus sa voix. Non pas, j'ai envie de dire, c'est littéral, mais c'est métaphorique comme sens. Parce qu'en fait, ses paroles lui semblent mécaniques, déconnectées de son être profond, comme s'il ne parvenait plus à s'exprimer réellement, la personne qu'il est. Et je trouve ce questionnement est assez rarement abordé au cinéma, et là, il est abordé de manière vraiment fine, notamment avec cette scène qui est racontée, où il parle d'un rêve où il rencontre David Bowie, qui dialogue avec lui et qui a l'air de s'intéresser véritablement à sa personne. Et lui, il le ressent comme ça. Et ça, il le ressent pas avec sa femme, avec son entourage, même pas avec son fils. Et ces gens-là, en fait, ne saisissent pas son mal-être. Il est prisonnier d'un rôle qu'il joue involontairement, comme un acteur, je sais pas, piégé dans une performance sans fin. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé que la conclusion du film à cet égard est vraiment un moment clé parce qu'on comprend tout de suite beaucoup mieux son ressenti. Parce qu'on le voit lors de la représentation de la chorale, il apparaît un peu transformé. Ça veut dire on voit sa gestuelle est radicalement différente et en fait ça révèle une facette plus cohérente de son identité personnelle, comme si enfin avec le dispositif théâtral, il pouvait se libérer du poids du groupe. Donc concrètement, est-ce que je recommande le film ? Oui, parce que j'ai aimé les deux autres films et celui-là aussi. Ce sont des très bons films, on en parle assez peu je trouve, c'est dommage.
Oui, rien de spécial à dire, c'était une très bonne surprise. Je connaissais pas ce réalisateur, je le découvre et j'attendrai avec impatience ses nouveaux films. Voilà, ce sont des films qui sont psychologiques. Que dire d'autre? Ouais, c'est très bien. Non, bah rien de spécial à dire, je vous le recommande. Et c'est bien. Malheureusement, on n'en parle pas assez et j'essaie de réparer ça à mon niveau.